Eh bien bonjour à toutes et à tous, il me fait plaisir ce mois-ci de vous reparler de cet important problème que constituent toujours les endométrites cliniques. Et je vais faire référence à une publication récente de Kelly qui, en Irlande, s'est proposé de voir l'efficacité de deux types de diagnostics possibles et de ses effets éventuels sur les performances de reproduction. Allons-y. Alors, un bref rappel s'impose. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le rappelle. On distingue effectivement les infections utérines qui sont diagnostiquées ici avant le 21e jour du postpartum, et elles constituent en métrite puerpérale ou métrite aiguë, et en métrite clinique, suivant qu'elles présentent ou non des symptômes généraux ou pas de symptômes généraux. Et une deuxième, je dirais, catégorie d'infection utérine, c'est celle que l'on peut diagnostiquer au-delà du 21e jour après le vélage. Et là, c'est un peu plus compliqué, puisqu'on peut distinguer les endométrites cliniques, qui se traduisent par des écoulements vaginaux, on va y revenir, l'endométrite subclinique, qui nécessite un prélèvement, je dirais, cytologique. On peut également parler de cervicite, et on peut également parler de pyomètre. Voilà un peu le consensus qui se dégage des différentes, je dirais, publications. Mais d'une manière plus synthétique encore, on peut éventuellement parler d'écoulement vaginal purulent. Et la présence d'un écoulement vaginal purulent au niveau du vagin peut traduire bien sûr la présence soit d'une endométrite clinique, soit d'une cervicite, d'une vaginite ou encore d'un pyomètre. Le terme est plus générique et peut-être plus simple, je dirais également, à utiliser en pratique. Alors, choisir une méthode de diagnostic pardon, de l'un ou l'autre type de l'une ou l'autre type d'infection utérine, eh bien vous voyez que les méthodes sont très diverses. On peut parler effectivement du recours à un examen général, de l'examen loco-régional, de la palpation manuelle, et au contraire, on peut faire référence bien entendu à d'autres méthodes telles que la biochimie, l'examen vaginal, l'échographie, ou encore l'examen microscopique, plus spécifiquement réservé, elle, à la recherche d'une endométrite subclinique. Bref, vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts. Et revenons donc à la publication qui se propose donc de comparer deux méthodes. Vous voyez que ici j'avais fait à l'époque une synthèse effectivement de la prévalence des endométrites cliniques en fonction de la méthode de diagnostic utilisée. Ça regroupait quand même 41 publications et un nombre conséquent de vaches dans différents troupeaux. Et vous voyez que, en fait, si l'on compare la prévalence en fonction de la méthode utilisée par ces différents auteurs, nous voyons qu'en général, à peu près une vache sur 5 présente une endométrite clinique au-delà du 21e jour du postpartum, mais que, effectivement, selon les méthodes, on peut avoir effectivement des prévalences considérablement, je dirais, différentes. Ce qui valide, à quelque part, le choix d'une méthode optimale. Alors, quelles sont les données générales de cette étude? Ils ont donc réalisé presque 5000 examens cliniques, 25 à 86 jours postpartum. Et on a une médiane de 49 jours. C'est-à-dire que 50% des examens ont été réalisés avant cette date et 50% ont été réalisés après cette date. Leur étude concerne également à peu près 2400-2300 vaches. Et ils ont fait des examens durant 5 ans dans 8 exploitations laitières irlandaises, dont la production moyenne était de 6000 à peu près 400 litres en 305 jours. Ces exploitations pratiquaient des vélages groupés, c'est le grazing system, puisqu'ils essayent de valoriser effectivement les herbages au cours du printemps, c'est-à-dire de plus ou moins de janvier à mai, c'était la période des vélages. Ils ont donc comparé deux méthodes d'examen vaginal, le fameux METRI-check, pour tester la présence ou non d'un écoulement vaginal et sa nature, mais également ils ont mis cela en parallèle avec l'échographie des cornes utérines pour évaluer la présence ou non et la nature du contenu intra-utérin. Le METRI-check, vous le connaissez tous, c'est une tige métallique rigide au bout de laquelle se trouve un espèce de capuchon en caoutchouc. L'ensemble est introduit dans la cavité vaginale et en retirant, on essaye de retirer effectivement des sécrétions et d'en analyser le type. Alors, au point de vue traitement, c'est presque, je dirais, une recette, et on va y revenir sur la définition de ces scores et sur la
qualification de ces scores. Si le score vaginal ou échographique était supérieur ou égal à 2, eh bien, ils pratiquaient une injection intra-utérine de céfapirine. Si effectivement ils avaient ce score supérieur ou égal à 2 et qu'il y avait un corps jaune, ils injectaient d'abord une prostaglandine et puis 72 heures plus tard, ils avaient recours à cette instillation intra-utérine de céfapirine. Alors comme toujours dans ces systèmes d'herbage, ils définissent une période de reproduction de 6 semaines et après laquelle ils mettent effectivement des taureaux dans le troupeau. Donc période de reproduction de 6 semaines. Et un constat de gestation était posé 30 et 60 jours après la dernière insémination, pour vérifier éventuellement, bien sûr, la présence de mortalité embryonnaire. Alors allons-y maintenant, dans un premier temps, pour les scores, je dirais, échographiques. Vous voyez qu'ils ont distingué 2, 4, 5 scores, et à chacun de ces scores correspondent des images échographiques. Le score 0, on n'identifie absolument pas de liquide anéchogène, et la coupe transversale, voici la coupe transversale ici de la corne utérine, et on n'identifie pas de liquide, je dirais, anéchogène. Et on voit ici un aspect en roux, je dirais classiquement décrit pour cette coupe transversale. Dans le score 1, on peut identifier au niveau d'une coupe transversale d'une ou de deux cornes des points, je dirais, plus échogènes, qui traduisent la présence effectivement d'amas, de légers amas purulents. Dans le score 2, cet amas est plus conséquent et on a ici une légère accumulation de liquide de 2 à 5 mm de diamètre, et dont l'échogénicité, bien sûr, est relativement variable. Le score 3, cette accumulation devient plus importante, elle est comprise entre 5 et 10 mm, et bien entendu, dans le score 4, cela correspond à plus de 10 mm, effectivement, d'accumulation de liquide plus ou moins anéchogène, et là, ça correspond déjà à un piomètre. Donc voilà pour les 2, 4, 5 scores de l'examen échographique de coupe transversale de l'utérus. Alors à côté de ça, il y a bien sûr également les scores, je dirais, vaginaux. Ceux-là sont classiquement décrits. Alors que les sécrétions ont été récoltées par un métrichec, par un spéculum ou au moyen de la main gantée, eh bien vous voyez qu'on peut distinguer 4 scores. Absence de mucus ou mucus transparent, le score 0. Un écoulement de mucus qui s'accompagne de quelques flocons, je dirais, purulents. Un écoulement muco-purulent, on a 50% de pus ou moins, et un écoulement franchement, je dirais, purulent, et cela signe bien sûr un score de type 3. Je crois que ces scores devraient être plus largement, je dirais, utilisés. Ils bénéficient d'une simplicité, bien sûr, d'interprétation. Alors, allons-y maintenant pour les résultats. Vous voyez que là, ils ont dans un premier temps comparé la prévalence, je dirais, des infections utérines établie au moyen du score vaginal ou établie au moyen du score échographique. Je rappelle qu'il y avait donc 4 scores pour le score vaginal, et vous voyez ici que 16,8% des animaux examinés avaient un score 0, 9,4 un score 1, 3,9 un score 2 et 3,4 un score 3. Alors, en ce qui concerne les scores échographiques, on retrouve une prévalence peut-être plus importante des différents scores en fonction des animaux, je dirais, examinés. Voici cette distribution des prévalences. Et donc, on constate, bien entendu, que la prévalence des infections utérines est relativement, je dirais, faible, quelle que soit d'ailleurs la méthode utilisée, puisqu'on tourne à plus ou moins, je dirais, 20%. Faible, en tout cas, elle est dans les normes de prévalence, je dirais, proposées. Alors, allons-y maintenant pour les résultats en termes de performance de reproduction. Premier paramètre de reproduction analysé, c'était le pourcentage d'insémination réalisé au cours des 24 premiers jours suivant le début de la période de reproduction. Et bien, vous voyez que dans ces troupeaux, 88% des animaux avaient été inséminés au cours de ces 24 premiers jours. Un deuxième paramètre, c'était le pourcentage de gestation première insémination. Ces troupeaux présentaient un pourcentage de gestation première insémination de 56%. L'intervalle moyen entre la première insémination et l'insémination fécondante était de 34,5
jours. Et le pourcentage d'animaux gestants au cours des 6 premières semaines de la période de reproduction était de 69%. Si maintenant, et de manière plus spécifique, on veut voir la distribution de ces résultats en fonction de la méthode, voilà ce qu'on a ici pour les scores, je dirais dans un premier temps en bleu, les scores, je dirais, vaginaux. Voilà la distribution des résultats en fonction des scores, je dirais, échographiques. Ça, c'est pour le premier, je dirais, paramètre, c'est-à-dire le pourcentage d'animaux inséminés au cours des 24 premiers jours. Deuxième paramètre, le pourcentage de gestation première insémination. On voit que plus le score, je dirais, augmente, et plus, bien sûr, ces pourcentages diminuent. C'est vrai pour les scores vaginaux, c'est vrai également pour les scores échographiques. C'est un peu la même chose, bien entendu, pour le délai entre la première insémination et l'insémination fécondante. Plus le score, je dirais, augmente, plus effectivement ce délai augmente. C'est vrai pour les scores vaginaux, c'est vrai également pour les scores échographiques. Et en ce qui concerne le pourcentage de gestation dans les 6 premières semaines, eh bien là, forcément, de la même façon, plus le score augmente, plus le pourcentage diminue. C'est vrai pour les scores vaginaux, c'est vrai pour les scores échographiques. Donc, en fait, ils ont analysé de plus près, bien sûr, l'effet du niveau de score, et ils formulent la recommandation suivante, c'est qu'un score vaginal de 2 ou 3, ou échographique de 1 à 4, diminue les performances, quel que soit le délai entre l'examen et l'IA. Ça mérite un petit correctif, c'est qu'à dire un score vaginal de 1, le score vaginal de 1, ce sont des endométrites cliniques de type 1, si vous voulez, c'est-à-dire qui se traduisent par la présence de flocons de pus. Eh bien, ils n'ont observé un effet négatif sur la performance de reproduction que si ce score avait été établi au cours des 3 semaines précédant la première insémination. Alors, on a analysé également les effets négatifs d'autres facteurs, et bien sûr, les multipares sont plus sensibles, présentent davantage d'effets sur les performances de reproduction, tout comme d'ailleurs les vaches dont le score corporel est inférieur à 2,75. Cela dépend également du jour de lactation, je vais y revenir, et cela dépend bien sûr du niveau de production laitière. Sans doute est-elle en rapport cette production laitière, bien sûr, avec le numéro de parité effectivement des vaches examinées. Alors, ça on le savait, donc je le répète, les méthodes n'ont pas la même sensibilité ni spécificité, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, en ce qui concerne la spécificité, la même capacité à identifier une absence d'endométrite. La sensibilité, c'est la capacité de la méthode à identifier la présence d'une endométrite clinique. Et donc, toujours référence à le même travail que nous avions fait à l'époque avec un étudiant, eh bien, vous voyez que, quelle que soit la méthode, je dirais, utilisée, vaginoscopique, le métrichèque, la palpation, l'échographie, vous voyez que ces différentes méthodes ont une relativement faible sensibilité. Donc elles ne sont pas tout à fait bien adaptées à l'identification effectivement d'une endométrite clinique. Par contre, elles témoignent d'une spécificité nettement plus élevée. Eh bien, ces observations se trouvent confirmées par l'étude présentée, cette étude de Kelly. Donc, le métrichèque et l'échographie sont plus spécifiques que sensibles. Ça, c'est un fait. Donc, elles permettent davantage d'exclure la présence d'une endométrite que de confirmer la présence de cette endométrite. Alors, autre aspect, bien sûr, qui renforce l'intérêt d'un diagnostic relativement précoce, d'un dépistage relativement précoce de ces endométrites, c'est que la sensibilité diminue quand l'examen est plus tardif. Donc si les examens sont faits entre 25 et 45 jours, on a une valeur médiane de cette sensibilité de 86%, et elle n'est que de 36% entre 46 et 86 jours. N'oublions pas que cela est un peu normal, c'est peut-être la conséquence effectivement du phénomène d'auto-guérison décrit à l'encontre de ces endométrites cliniques ou, bien entendu, de leur passage à un stade subclinique. Et bien sûr, ces méthodes ne sont absolument pas adaptées au diagnostic de l'endométrite subclinique. Alors pour terminer, je formulerai 2 avis. Le premier avis, première recommandation, c'est d'intensifier les contrôles d'involution utérine. Toute vache devrait faire l'objet de ce contrôle.
Et un deuxième, bien entendu, avis, c'est une stratégie. Une stratégie que j'avais déjà décrite par le passé. Vous voyez que si je fais un constat d'endométrite de score 1, eh bien, le traitement n'est pas systématiquement, je dirais, nécessaire. Surtout si la première insémination va être réalisée plus de 3 semaines après le constat. Par contre, si l'écoulement est de type mucopurulent ou purulent, score 2 et donc score 3, eh bien là, tout dépendra, et ce sera indispensable de vérifier la présence d'un corps jaune sensible à une prostaglandine. S'il y a corps jaune, on pratiquera cette injection de prostaglandine, et au cours de l'œstrus suivant, on injectera en intra-utérin soit de la céphapérine, soit une solution d'isobétadine. Ces deux injections peuvent se faire, en l'absence de corps jaune, peuvent se faire directement au moment du constat. Voilà, ça me semblait important de vous rappeler l'importance, 1, de l'examen vaginal, et 2, du choix d'une méthode. Je vous remercie de votre attention. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et bien entendu, j'en profite pour vous rappeler les pages Facebook de Thériogénéalogie et de Rhumexpert, ou encore les coordonnées de ma chaîne YouTube. Voilà. Bonne continuation à vous toutes et tous.